Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Changer la vie, disait Rimbaud, sacré baliverne, qui a fait beaucoup de ravages, surtout chez les 68ards. On ne peut pas changer la vie des autres sans jamais les consulter. Louis-Ferdinand Céline, c'est différent. S'il y a quelqu'un qui a changé la vie de ceux qui l'ont lu, c'est lui. Le voyage, c'est une claque à toutes les pages. Au bout de 500 pages, on est sodé. Il y a un avant et un après Céline chez tous ses lecteurs. On est toujours un peu puceau quand on ne l'a pas lu. Après, certains deviennent des hommes. Céline, c'est presque de l'ordre de la conversion. Alors, le célinisme, une religion ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne manque ni d'apologistes, je parle de Céline, ni d'évangélistes, ni d'exégètes. Aymeric Siengranger appartient lui aussi à cette famille. Mais chez lui, c'est celle des ordres mineurs. Les authentiques céliniens, sans titre universitaire, pas sortis du moule, pas savants, pas tâcherons minuscules pour parler comme Ferdinand. Aymeric Siengranger ne collectionne pas Céline. Non, lui, il a fait mieux. Il a créé une collection célinienne à la Nouvelle Librairie du côté de Céline. Pas du tout du côté des flics de la pensée. Les flics, pourtant, il connaît bien. Il est lui-même policier le jour et célinien la nuit. Il y a ceux qui ont lu Louis-Ferdinand Céline et qui l'ont dans la peau, et ceux qui veulent lui faire la peau. Aymeric Siengranger l'a dans la peau. Bonjour Aymeric. Bonjour François. Ravi de vous recevoir dans ce nouvel orage de papier. Louis-Ferdinand a commencé brigadier, comme vous, brigadier chef, sauf erreur de ma part, mais il a fini maréchal des logis, comme moi. Pardonnez-moi. Vous dans la police, Céline chez les cuirassiers et moi chez les dragons. Mais de nous deux, le vrai célinien, c'est vous. Alors, brigadier chef Aymeric Siengranger, présentez-vous, ou si je peux le dire comme un policier, vos papiers s'il vous plaît. Alors, cher François, dans quel cadre légal me demandez-vous mes papiers ? Celui de la librairie, parce qu'on ne rentre pas dans cette librairie impunément. Bon, écoutez, je suis un jeune homme de 48 ans, un père de famille, policier depuis plus de 20 ans maintenant, célinien depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis également passionné d'histoire contemporaine, passionné de heavy metal et de course à pied. Je suis un célinien atypique, mais très fréquentable. J'ai également créé, vous l'avez dit, cette collection, mais depuis 10 ans, je suis très actif dans le milieu célinien, puisque j'ai coordonné 2 ouvrages, j'ai collaboré à diverses revues, dont le Bulletin célinien,
spécial Céline. Et puis, pour finir, j'ai créé cette collection du côté de Céline. Voilà, mon cher François. D'accord, très très bien. Vous, alors donc Céline, vous l'aimez pas un peu, pas beaucoup, vous l'aimez peut-être même pas passionnément ou pas totalement, vous l'aimez à la folie? Alors, je pense à un échange de courriel que j'ai eu avec Taguieff. Pierre-André Taguieff? Absolument, un échange de courriel plutôt discourtois dans lequel M. Taguieff me qualifiait de groupie. Voilà. Vous êtes groupie de heavy metal, d'accord? Absolument, oui, mais bon, j'ai commencé, j'avais 11 ans, donc j'ai une excuse. Donc naturellement, dans la bouche de Pierre-André Taguieff, c'était pas un compliment. Je préfère la version de Gibaud, François Gibaud, qui... Maître Gibaud, qui est l'exécuteur testamentaire, absolument, pas de bêtises, c'est tout à fait ça. de Lucette Almanzor, la femme de Céline. Hein. Absolument. Qui considère que Céline est mon héros. D'accord. Alors, venant de lui, c'est plus un compliment qu'autre chose. Moi, je dirais plutôt que j'ai découvert Céline il y a 30 ans et que depuis 30 ans, je chemine à ses côtés. Oh. Voilà, donc c'est un petit peu l'homme de ma vie, puisqu'il est derrière moi 24 heures sur 24. D'accord. Ouais. Alors, vous le qualifiez d'amour passionnel, je ne sais pas. En tout cas, il est présent avec moi depuis plus de 30 ans. Je considère qu'il fait partie de ma famille. Par contre, je ne suis pas non plus un fanatique. Je sais reconnaître ses qualités, ses défauts. On va en parler. On va en parler. Ce que je me refuse de faire, par contre, c'est de le condamner ou de le juger. D'accord. Voilà, donc j'aime Céline de façon décomplexée, mais je ne suis pas un groupie pour autant. Oui, très bien. J'aime Voilà, beaucoup, François. vous évoquiez Maître Gibaud, donc qui est l'exécuteur testamentaire de Louis-Ferdinand, en tout cas de sa dernière femme. L'héritier, c'est l'héritier, donc c'est lui qui veille à la publication des œuvres. On va en parler, des œuvres désormais posthumes de Céline. Mais j'aime beaucoup quand Gibaud vous accoste dans des soirées céliniennes, à des commémorations pour l'anniversaire de les 10 ans, les 20 ans de la mort de Louis-Ferdinand, les 30 ans, que sais-je. Mais alors, si on grangeait, à part célinien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est ça. Vous avez répondu, certes, mais j'aime beaucoup ça. J'ai répondu. Très très bien. Alors tout est bon dans Céline, hein. Pour vous, on ne peut pas l'aimer à moitié? C'est qu'on doit aimer la totalité de son œuvre, Alors, quelle qu'elle soit? Céline est un bloc. C'est-à-dire que l'œuvre célinienne est à prendre dans son entièreté. Par contre, il me semble logique, voire légitime, que certains ne puissent pas lire les écrits pamphlétaires. Oui. Que certains ne puissent plus lire Céline à partir de Morat Crédit. Hein, ça arrive assez souvent. Voilà, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons stylistiques. C'est pour des raisons stylistiques. C'est-à-dire que l'œuvre célinienne est un bloc. Ouais. Par contre, libre à chacun d'apprécier telle ou telle partie de l'œuvre. Moi, j'ai connu un collègue à qui j'ai prêté Voyage au bout de la nuit. Policier. Bah, décidément, dis donc. Moi, j'ai fait du prosélytisme. J'avais un portrait de Céline dans mon bureau quand même. Hein. Donc j'ai prêté le Voyage au bout de la nuit à un collègue qui l'a dévoré en 10 jours. Par contre, il n'a pas pu lire Morat Crédit. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment une question de ressenti. Mais l'œuvre est un bloc. Ceux qui prétendent le contraire pour des raisons idéologiques, ou d'opportunisme, hein. Oui. Et de commodité. Je pense à Solers, des gens comme ça, qui sont dans le système. Vous évoquez Taguieff, mais encore une figure, Solers chez Gallimard. Il distingue bien, c'est un peu comme le baron pourfendu de Calvino, que j'adore, hein. Où il y a une partie du bien, il y a une partie du visage qui fait le bien, une partie du visage qui fait le mal. Hein. C'est ça. Alors que non, il y a un seul et même visage. Hein. C'est le visage de Céline. Toute son œuvre est la sienne. Elle est à prendre d'un seul bloc. Et que vous évoque à vous, Aymeric Siengranger, ceux qui ne rentrent absolument pas dans l'œuvre de Céline. Hein. On en connaît et qui préfèrent se réfugier dans les livres de Jacques Attali ou de Jean d'Ormesson. Pour moi, c'est inconcevable, mais j'ai tendance à être intolérant. Comme disait Claudel, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Absolument, François, vous êtes intolérant. Moi, je le suis beaucoup moins. J'ai tendance à trouver légitime le fait qu'on puisse ne pas aimer Céline. Et les raisons qui poussent certaines personnes à ne pas l'apprécier m'intéressent, autant que celles qui poussent certains lecteurs à l'apprécier. Voilà. Ceux qui m'insupportent, par contre, ce sont les gens qui ont des opinions et qui critiquent. Hein. Je pense à une phrase de Stendhal qui disait qu'en France, il est parfois plus important d'avoir une opinion sur Homère que de lire Homère. Ben, c'est la même chose pour Céline. Hein. Donc, les gens qui n'apprécient pas Céline, j'allais dire tant pis pour eux,
mais je les comprends, je peux les comprendre. Par contre, ceux qui le critiquent sans l'avoir lu, par contre, là, ça m'insupporte. Et c'est monnaie courante en France. Ouais. Et dites, alors vous êtes un célinien d'un genre un peu particulier, alors vous me direz peut-être que tous les céliniens cultivent un genre particulier, mais si vous vous intéressez pas seulement à Céline, vous vous intéressez également aux lecteurs de Céline. Hein. Et vous avez sorti 2 livres, un chez Pierre-Guillaume Deroux et un aux éditions Crisis, et Céline d'un lecteur l'autre, hein, où vous êtes parti à la rencontre des lecteurs de Céline. Alors qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces lecteurs de Céline, hein? Et pourquoi se livrer à ce travail qui relève presque de l'enquête sociologique, hein? C'est comme ça que l'enquête sociologique, en termes méthodologiques, procède. Hein. On va voir les acteurs, on les interroge. Alors pourquoi, micro-trottoir, pourquoi, Aymeric Suranger, vous aimez Céline? C'est ce que vous faites avec plein de lecteurs. Pourquoi? C'est ça. Parce que ça n'avait pas été fait, tout simplement. Une thèse universitaire en sociologie avait été réalisée, mais naturellement, c'est un travail universitaire, donc ça n'a pas été rendu public. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas interroger des gens lambda, qui ne sont pas dans la représentation, des lecteurs, de droite, de gauche, de différents milieux sociaux, culturels, religieux, pour avoir un portrait de ces lecteurs. Parce que la question que je me posais, c'est pour qui Céline écrit-il? Quels sont ses lecteurs? Lui-même ne savait pas pour qui il écrivait. Hein, ça pouvait être pour vous, pour moi, pour Montandon, pour n'importe qui. Donc ça m'a intéressé de savoir pour qui Céline écrivait. Donc j'ai pris contact avec, pour le premier ouvrage, près de 300 personnes, pour avoir une centaine de témoignages. Alors vous allez me dire, mais ces personnes, elles sont toutes différentes? Eh bien oui, elles sont toutes différentes. La réception est à chaque fois différente, est à chaque fois singulière. Je me permets de vous interrompre, Aymeric, mais c'est la force de Céline. Hein. Exactement. La force de Céline, c'est qu'il y a un panel de lecteurs, un trombinoscope, parce qu'en fait c'est un trombinoscope de bouquins. Il y a un panel d'une variété qu'on ne retrouve pas chez des auteurs, chez nos classiques, même les classiques du XXe siècle. C'est le seul auteur. Et d'ailleurs, Henri Godard l'a très bien expliqué dans la préface de Céline's Big Band. C'est le seul auteur qui peut réunir autant de témoignages différents. De gens différents. Le panel va vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par des commerçants, des gardiens de zoo, enfin voilà, le public est très hétéroclite. De l'autodidacte. De l'autodidacte, au savant, à l'exégète. C'est le seul écrivain. Tout à l'heure, on parlait de Proust. Le profil du lecteur de Proust me semble assez facile à trouver. Alors que si vous posez la question pour le lecteur de Céline, non, mais de fait, c'est un point d'interrogation. De fait, le spectre est beaucoup plus large. Ouais. Voilà, et on est surpris, moi j'ai été surpris du début à la fin. J'ai plus de 100 témoignages à chaque fois, et ce sont à chaque fois des témoignages qui sont singuliers. C'est-à-dire que la réception est différente à chaque fois. Alors, ce qui ressort naturellement, le fil conducteur, le fil rouge, c'est l'amour de la littérature. C'est-à-dire que vous allez avoir pour chaque témoignage cet amour du style célinien. Mais pas que Aymeric, je disais en intro qu'il a une des spécificités de Céline. Hein. D'abord, quand vous le découvrez jeune, ce qui est le cas de beaucoup de lecteurs, c'est mon cas, c'est qu'il y a peu d'auteurs qui changent votre vie. Moi, Céline et Nietzsche, il y a une poignée d'auteurs qui peuvent réorienter une vie. Moi, la mienne a été réorientée de fait, hein, quand j'ai pris dans la gueule, parce qu'on le prend dans la gueule, hein, à la fois Nietzsche, hein, mais aussi Céline. Hein. C'est pas seulement le style, hein, non, bien sûr. On sort essoré, quoi. C'est ce qui s'est produit pour moi au début des années 90. C'est-à-dire que ça a changé ma vie. J'avais une vingtaine d'années peut-être. C'est la même expérience pour moi. Ouais. Ça a changé ma vie. Et ça change. Le célinien, c'est celui qui a lu Céline et qui a vu sa vie changer. D'accord ? Le célinien, c'est un lecteur, mais vous pouvez avoir des lecteurs qui lisent Céline, mais qui ne sont pas bouleversés. Le célinien, c'est celui qui passe de l'autre côté de la vie. C'est celui qui est bouleversé par Céline. Moi, je dis souvent que c'est comme si j'avais été sorti de moi-même et posé à côté de moi-même. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant Céline et un après. Et depuis 30 ans, c'est j'ai changé. Presque de l'ordre de la religion, parce que quand je parlais de conversion aussi tout à l'heure, il y a un phénomène qui s'appelle la seconde naissance, où vous naissez 2 fois dans le Christ, c'est chez les pentecôtistes, etc., sur l'évangélisme américain. C'est un peu ça, Céline, il y a presque une dimension religieuse. Si je dis ça, c'est que je sais combien l'antisémitisme, on va en parler, hein, mais un peu plus tard, hein, est sujet à controverse chez Céline. Hein. C'est un sujet que nous allons aborder, on va mettre les pieds dans le plat.
Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'il a aussi, vous parliez de blocs, comme la Révolution selon Clémenceau, quelque chose d'inépuisable chez Céline, et de quasi talmudique. C'est pour ça que j'évoquais la question de l'antisémitisme. Et si je parle de question de quelque chose de quasi talmudique, c'est que les études savantes, ou pas savantes sur Céline, n'en finissent pas. Raison pour laquelle je vous dis qu'il est inépuisable, et vous en êtes la preuve vivante. Pourquoi ? Parce que nous vous recevons à la Nouvelle Librairie, et à la Nouvelle Librairie, vous avez lancé une collection du côté de Céline, où il y a d'ores et déjà 3 titres. On va en parler de ces 3 titres. Bientôt un 4e, au mois de mai, avec Elisabeth Craig, qui est la grande maîtresse, le modèle des danseuses, et puis la dédicataire du voyage. Alors vraiment, est-il si inépuisable que ça, Céline ? C'est-à-dire qu'on n'en finit jamais de le creuser ? Écoutez, j'en ai bien l'impression. Pour moi, Céline est irréductible. C'est un point d'interrogation. Et cette collection participe à la découverte du continent célinien, ni plus ni moins. Céline, il est impossible de le mettre dans une case. En tout cas, après ces 30 années de fréquentation, j'en sais moins qu'avant. C'est-à-dire que pour moi, Céline, c'est un point d'interrogation qui perdure. Voilà. Et cette collection aide justement à essayer de le cerner un peu plus. C'est une collection qui réédite des ouvrages qui ne sont plus édités de plusieurs années, mais ce sont aussi c'est aussi une collection qui va permettre d'axer sur l'entourage de Céline. J'ai un manuscrit inédit d'Henri May, par exemple, qui va aider à éclairer la personnalité de Céline. Vous avez sorti un roman, enfin qui est une autofiction presque, d'une des maîtresses de Céline. Une maîtresse belge. Escalier, qui permet justement d'avoir la vision féminine. Une des visions féminines, puisqu'on aura celle d'Elisabeth Craig aussi bientôt, le 4 mai. Qui, comme vous l'avez dit, est la dédicataire de Voyage au bout de la nuit, qui a eu une place importante dans la vie de Céline. Mais c'est vraiment une collection qui est axée sur Céline, mais aussi sur les personnes qui l'ont côtoyée, sur les ouvrages qu'il a écrits. Et c'est une collection qui se veut complémentaire de ce qui peut être produit d'un point de vue universitaire. Il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire qu'on est là pour explorer le continent célinien, et cette collection y participe. Et c'est une collection qui est ouverte. C'est-à-dire que nous, on reçoit tous les manuscrits qui sont intéressants. On ne fait pas de sélection. Mais ça veut donc dire qu'il y a des gens qui font des sélections. Absolument. Alors, mais lesquels ? Est-ce que c'est l'université qui est en train de s'accaparer une sorte de Céline qu'elle est en train d'édulcorer ou d'accabler Alors, il existe des cénacles universitaires qui se sont accaparés de Céline. C'est-à-dire que Céline leur appartient. Ils ont une vision qui est la bonne. Ces cénacles sont intolérants. Ils n'existent quasiment pas. Ils n'ont quasiment pas d'influence, mais ils bloquent. C'est-à-dire que les gens extérieurs à ce cénacle sont bloqués. Mais quand vous dites ils bloquent, il y a plusieurs. Alors il y aurait peut-être une question à vous poser. Est-ce que c'est les Taguieff qui bloquent ? Est-ce que c'est les Klarsfeld qui bloquent Non, Taguieff, c'est un célinophobe fanatique. Donc voilà, il a sorti un ouvrage imbuvable il y a quelques années. Il a bénéficié de toutes les tribunes médiatiques, mais je pense que son influence est quasi nulle. C'est un type curieux, vous me permettez, c'est pas que je veux le défendre, mais il est étrange. Moi j'ai fait pas mal d'entretiens avec lui, et je l'ai souvent défendu dans l'élément, mais sur d'autres sujets, sur le conspirationnisme, sur la judéophobie, ce genre de choses, sur les anti-lumières, sur le progrès. Mais en effet, il a un problème avec Céline. Il a un problème avec Céline, et avec les chercheurs céliniens. Les célinistes, les céliniens, à part 2 ou 3 qui pensent comme lui. Donc il trouve grâce à ses yeux. Grâce à ses yeux. On a l'impression que l'histoire célinienne commence avec lui, avec Taguieff. Donc, c'est... Mais alors, dites, Aymeric, je disais qu'on n'en finissait pas. Un bloc, c'est inépuisable. Comme le Talmud, on ne finit pas d'essayer de le déchiffrer, de le comprendre. Mais on n'en finit jamais, en effet, avec lui. Parce que parlez-nous un petit peu de l'événement du mois de mai, et puis pas que du mois de mai. Dans des mois et des années qui viennent, c'est qu'il y a tout un massif, tout un continent de Céline inconnu, les manuscrits volés. Oui,
Alors c'est un événement Qu'est-ce que ça va littéraire apporter hors du commun. Ouais. Hein, c'est-à-dire que des manuscrits inédits de Céline ont été retrouvés. Hein, des manuscrits qui avaient été volés en 1944 lorsque Céline a quitté le territoire national. Hein, Et Montmartre. Hein. et Montmartre. Donc ce sont des manuscrits qui ont été retrouvés et qui naturellement vont apporter un éclairage sur la vie de Céline. Le premier à apparaître le 5 mai a pour titre Guerre et va évoquer la blessure de Céline, la convalescence de Céline, ce qui n'est pas évoqué dans Voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire que c'est toute une partie de la vie de Céline. Alors on sait que les romans de Céline avaient toujours une base autobiographique qui va être dévoilée dans ce roman. Et le suivant... Vous l'avez déjà lu ou pas? Non, je ne l'ai pas lu. Okay. Il sort le 5 Vous ne savez mai. pas s'il continue de se mettre en scène hein, sur la trépanation, sur ce genre de Alors, choses? on y parle de blessures au bras et à la tête. D'accord. Ouais. D'accord. On y parle aussi de l'hospitalisation et d'une maîtresse, et d'une maîtresse, d'une hein. maîtresse Ouais. avec laquelle il a peut-être eu un enfant. D'accord. Hein, et du départ à Londres. Et d'ailleurs, ce départ à Londres sera ensuite traduit par le second manuscrit qui a été retrouvé, qui a pour titre Londres et qui sortira normalement en fin d'année. D'accord. Il y a également, que je ne dis pas de bêtises, mais vous allez compléter un manuscrit plus étoffé de Mort à crédit. Alors c'est un manuscrit qui sera donné à la Bibliothèque nationale française, absolument de Mort à crédit. Mais bon, Mort à crédit a déjà été édité. Peut-être que... Mais avec des addenda ou addendum, je ne sais pas quel est le pluriel. Peut-être que ce manuscrit sera étudié par Henri Godard et que les nouveautés seront dans une prochaine édition de la Pléiade, du premier volume. Ouais, okay, hein. ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a retrouvé aussi des passages de casse-pipe. Ouais, hein, et qu'une nouvelle édition de Casse-Pipe dans la Pléiade est en cours. Ouais, très long, je crois, en plus. Hein. Le Casse-Pipe, je ne dis pas une bêtise. Hein. Suffisamment long, mais ça ne peut pas être publié comme Guerre ou Londres en l'état. Donc ça complétera l'édition de la Pléiade. Je ne sais plus quel volume. Donc c'est Henri Godard qui travaille dessus pour une édition peut-être l'année prochaine. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a rien qui relève des pamphlets dans les découvertes posthumes des manuscrits volés? Non. Il y a des courriers, je crois, à Robert Brasillac, mais rien qui relève des pamphlets. Par contre, on a aussi un conte, La volonté du roi Krogold, qui est évoqué dans Mort à crédit. J'ai jamais été fan. Mais après, c'est pas ce qu'il y a de plus célinien. Non. C'est pas une écriture célinienne en plus. Non, mais vous savez que Céline pensait avoir des facilités pour écrire des contes. Ouais, je crois de mémoire qui disait moi je pisse des contes. Voilà. Alors que c'était pas forcément ce qu'il faisait de mieux. Ouais. Tout comme les ballets d'ailleurs. Ouais. Hein. Donc Céline se trompait peut-être aussi sur son vrai génie. Sur son vrai génie. Ouais, très bien. Ouais, c'était pas la médecine ni les contes. Hein. Alors, on a une exposition par contre. Il y a une exposition qui va commencer le 6 mai. Gallimard va exposer les manuscrits. Donc là, ça pourrait aussi être intéressant d'y aller pour voir les manuscrits de Céline. Ouais, mais les reprises, indéfiniment, 20 fois sur le métier, remets ton ouvrage, lui c'est 100 fois sur le métier. Moi j'irai le 5, hein, je vais représenter la revue Éléments, puisque j'ai eu une invitation. Donc j'irai en avant-première le 5. Mais cette exposition, à mon avis, vaut le coup d'œil. Très bien, vous en tirez un reportage pour nous. D'autant que François Gibault a donné beaucoup d'objets lui appartenant pour alimenter cette exposition. Mais venons-en, parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin, à une question centrale qui touche au cœur. Hein. Au-delà même de l'antisémitisme. L'antisémitisme, oui, en particulier, mais en général, la question de la race. Hein, parce que la race est au cœur de l'entreprise célinienne. Hein. Moi, sans faire de jeu de mots, les gens ont tendance à confondre le salubre, hein, et le salutaire. Hein. Mais chez Céline, le salutaire, c'est le salubre. Hein. Je veux dire, le salutaire, le salut, donc, c'est la question de l'hygiène, et de l'hygiène raciale. Hein. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Parce que c'est vraiment je parle quand même Émeric Sian-Granger, donc je connais mes classiques, c'est quand même le fil rouge d'une œuvre. Absolument, c'est l'un des fils rouges de l'œuvre célinienne. Il me vient en tête des extraits de lettres que Céline a écrites avant l'occupation à Combel, à Lucien Combel, dans lesquelles il précise qu'il est raciste, hein, que pour lui c'est une croyance médicale, biologique, hein, c'est une mystique biologique. Et d'ailleurs il écrit racisme doit primer, surtout.
Voilà, donc Céline était raciste. Et c'était un raciste biologique. Et il le revendiquait en tant que médecin. Et d'ailleurs, dans son dernier ouvrage, Le Rigaudon, il en parle. Il dit, moi qui suis extrêmement raciste, donc jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de sa vie, il revendique son racisme. Donc parler d'antisémitisme littéraire me paraît faux. Je pense qu'Almaraz a raison. Pour citer Philippe Almaraz, je pense qu'il a raison. Parce que, je me permets de vous interrompre, moi célinien que vous, j'ai tendance, quand je suis amené à parler de Céline, à citer le mot de Berle, que je vous cite le mot de Berle, c'est « été juif quiconque ne parlait pas l'argot, tout académicien, etc. Les prototypes du juif étant Mallarmé et Racine, sinon Maurras ou Pétain ». Donc là, c'est un antisémitisme littéraire. Vous dites que non, ça va au-delà. Alors, la race et la littérature ne sont pas indépendantes chez Céline. C'est-à-dire que la littérature va découler de la race. Quand il écrit Bagatelle pour un massacre ou L'école des cadavres, c'est la race qui parle, c'est la race qui écrit. Et c'est lui le champion de la race française. Donc il y a une dépendance. Mais c'est génétique, c'est biologique. En tout cas, c'est ce que je pense. Il parle de la race. Nous allons sortir à la nouvelle librairie, rééditer le mot race de Renaud Camus, précédé de Le profond murmure, qui est une conférence qu'il a donnée à l'Institut Iliade sur la question de la race. Et sur ce mot race. Et Camus montre en quoi ce mot n'a aucune dimension raciale, ethnique, biologique, chez Bernanos naturellement, mais aussi chez Péguy, mais aussi chez des écrivains qui lui sont antérieurs. Et en effet, on retrouve fréquemment, il y a une grosse récurrence de ce mot race. Mais chez Céline, c'est autre chose. Si je vous dis ça, c'est parce que ça procède d'une famille qui vient de Vacher de la Pouge, qui vient du néo-darwinisme, et qui s'épanouit chez lui. Parce qu'il y a vraiment cette vision progressiste, scientiste, hygiéniste, qui domine sa pensée. D'ailleurs, Céline cite Montandon. Ouais. Donc Montandon, c'est le racialisme. Céline ne va pas citer Drummond. Céline ne se réclame pas de Drummond. Céline va se réclamer de Montandon. Et vous voyez à quel point, c'est dans La Grande Peur des Bien-Pensants, Bernanos se réclame directement de Drummond. Donc on a une autre conception de la race, en vérité, qui n'a pas cette dimension... Et Céline était un publiciste du racisme. Il laissait à Montandon, c'est ce qu'il dit en tout cas, l'aspect scientifique. Et Céline, lui, est un publiciste. C'est-à-dire que ses pamphlets, Bagatelle et L'école des cadavres, étaient destinés à un public très large. Et ces médias ont servi, entre autres, à parler du racisme et à revendiquer le racisme. Alors, c'est curieux, c'est cette obsession. Alors moi, je pense que le racisme chez lui procède de sa vision hygiéniste, biologique, le corps, la viande. C'est ça, il était médecin, c'est un hygiéniste. Il est né à Courbevoie, mais il meurt à Meudon. Et il y a des photos, il y a des reportages fameux de Céline à Meudon où il vit quand même dans la poussière. Il vit avec des clébards pas très propres. Lui-même n'étant pas un modèle. Absolument, je ne suis pas sûr qu'ils se brossent les dents tous les jours. C'est curieux, non? C'est curieux, mais bon, avec Céline, tout est curieux. Céline est un être paradoxal. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Avec Céline, il peut dire une chose et puis le contraire le lendemain. Par contre, il y a des fils rouges dans son œuvre, de Voyage au bout de la nuit, même si parfois c'est en filigrane, jusqu'à Rigaudon. Donc il y a des constances. Mais il est vrai que Céline... il s'adaptait aussi au public qu'il avait en face de lui. On le voit un peu après-guerre. Le malheureux Robert Poulet, critique belge, se fait démolir le pauvre, parce que précisément il explique qu'il a campé un rôle un petit peu de Diogène ou de clochard après-guerre. Ce sera ma dernière question. Moi, le Céline auquel je suis le plus sensible, mais peut-être parce que je suis commerçant, petit bourgeois, d'extraction, petite bourgeoise, fils de commerçant, fils de paysan, très très attaché à la dimension boutiquière chez Louis Ferdinand, au passage Choiseul, plus largement à la dimension plébéienne, populaire, peut-être même populiste, qui traverse son œuvre et qui me semble être un des derniers témoins de ce monde-là, de la fin de la petite bourgeoisie, dont il fait l'éloge dans un des pamphlets, je ne sais plus lequel. Est-ce que vous êtes aussi sensible à cette dimension, alors que c'est un patriotisme personnel, j'ai tendance à ne voir que ça, et ça occultant très largement, pour ce qui me concerne, la dimension biologique, la viande. Moi je retrouve plus là-dedans. C'est toujours une question d'interprétation. Céline est lue par des populistes, mais est lue aussi par des bourgeois, par des aristocrates, par des
voilà, on reçoit Céline en fonction de ce qu'on est soi-même. Donc vous avez un petit penchant pour cet aspect populiste, cet aspect parce que vous êtes fils de boutiquier, tout comme David Alliot d'ailleurs, il le dit dans Céline's Big Band. Mais moi, c'est pas l'aspect que je ressens. Voilà. Avec Céline, tout est question de ressenti. Hein. Et comme on est tous différents et que Céline nous parle tous, c'est ce qui fait sa force, et ben on va le ressentir différemment en fonction de notre vécu. Mais il est vrai que Céline a un aspect populiste, mais il peut être lu par des gens qui détestent le populisme. Et la petite bourgeoisie. Et la petite bourgeoisie. Oui, non, j'en ai bien conscience. Hein. Donc ça veut dire, dernière question, qu'on ne peut pas réduire Céline à une de ses dimensions. Si je vous dis ça, c'est que je reviens à ma précédente question, la pénultième, juste avant. C'est sur la question du racisme. Si on ne peut pas réduire Céline à sa dimension petite bourgeoise, qui est quand même très frappante, qui domine Bras Crédit, qui est un des chefs-d'œuvre de Céline, on ne peut pas non plus le réduire à la dimension biologique. Il y a ça, mais il y a également autre chose. Hein. Ah donc on ne peut pas le réduire, mais il ne faut pas l'occulter non plus. Non, Céline, c'est un écrivain. Céline, c'est... J'ai entendu à de nombreuses reprises dire que Céline, c'est un raciste qui écrivait. Non, c'est un écrivain qui était raciste, mais on ne peut pas le résumer à son racisme, c'est pas possible. C'est là où Felipe Almaraz, à mon avis, se trompe un peu. C'est qu'il a tendance... C'est un grand Célinien. C'est un grand Célinien. Il a raison sur les idées de Céline, mais Céline, c'est aussi un poète, c'est aussi un musicien qui était raciste. Mais c'est une composante de sa personnalité. Le réduire à son racisme, comme peut le faire, je reviens à Taguieff, c'est une erreur. C'est du réductionnisme. Hein. C'est du réductionnisme. Si Céline n'était qu'un raciste, il ne serait plus lu. Hein, c'est parce qu'il a du talent, parce que c'est un génie littéraire, qu'il est encore lu. Alors il est vrai qu'on peut être gêné par son racisme, mais ça n'empêche pas de lire Voyage au bout de la nuit, ça n'empêche pas de lire Bras Crédit, ça n'empêche pas de lire Ferry pour une autre fois. Je vais même vous dire, Aymeric, moi je regrette que les pamphlets ne soient pas accessibles pour le public français, pas francophone, parce qu'ils le sont pour les francophones, parce que la moitié des pamphlets parlent d'autre chose. Hein. Il y aurait une anthologie fantastique à tirer des pamphlets, des 3 pamphlets, ou les 4 même si on veut. Surtout dans Bagatelle, pour un massacre. L'école des cadavres est quand même beaucoup plus politique. Il est plus circonstanciel. Alors que Bagatelle, il est vrai que dans Bagatelle, il parle du communisme à la biche. Hein. C'est dans Les Beaux Draps. Les Beaux Draps, ok. Qui a été écrit et publié sous l'occupation. Mais dans Bagatelle pour un massacre, on a aussi des considérations sur son art. C'est-à-dire qu'il parle de son art, il parle de littérature. On y trouve aussi des ballets. Alors, on les aime ou on les aime pas, mais on y trouve aussi des ballets. Alors que l'école des cadavres est beaucoup plus politique. Alors, ce qui est intéressant dans l'école des cadavres, ce sont les inventions, les néologismes. C'est dans cet ouvrage qu'il y a le plus de néologismes. Donc si on arrive à faire abstraction du contexte politique, on peut se régaler avec les aphorismes, avec les néologismes et puis avec l'humour, parce que malgré tout, c'est très drôle. Merci Aymeric. Merci à vous, François. Cette émission s'achève. Donc lisez Louis-Ferdinand Céline, bien sûr, les grands chefs-d'œuvre de Céline, d'autant que plein vont arriver là sur le marché, je parle comme un épicier, pardonnez-moi, dans les mois qui viennent. Et puis intéressez-vous à la collection du côté de Céline, qu'Aymeric Sion-Granger dirige aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci Aymeric. Merci François.